Tard dans la nuit, dans le golfe d'Aden, 2 destroyers de la marine américaine poussaient leurs moteurs à la limite, fendant les eaux autrefois considérées comme un simple couloir pour le commerce mondial. Leur mission, à la fois routinière et éprouvante pour les nerfs, consistait à rejoindre 3 navires marchands américains et à les escorter à travers une région qui était rapidement devenue une zone maritime dangereuse, pleine de menaces dissimulées. Les navires de guerre, l'USS Stockdale et l'USS O'Kane, étaient réputés pour leur système de combat avancé conçu pour détecter et neutraliser tout, des missiles entrant aux drones à grande vitesse. Pourtant, même la technologie la plus performante ne pouvait effacer l'anxiété de traverser un endroit où les tensions avaient explosé. Au cours de l'année écoulée, les attaques répétées contre des navires marchands et militaires avaient transformé une route commerciale autrefois animée en un champ de bataille potentiel. Missiles, drones, mines marines et petites embarcations rapides représentaient désormais des menaces venant de groupes rebelles, principalement les Houthis au Yémen, qui avaient développé la capacité inquiétante de frapper des cibles en mer. Alors que les destroyers fonçaient vers leur point de rendez-vous, les marins sous le pont sentaient les moteurs vibrer à travers la coque. Certains tentaient de se reposer dans des couchettes exiguës avant leur prochaine garde, tandis que d'autres restaient bien éveillés dans le centre d'information de combat, scrutant les échos radars à la recherche du moindre signe de danger. Un jeune veilleur, à peine 2 ans de service, ne pouvait s'empêcher de penser aux récits des membres d'équipage plus expérimentés. Il parlait de nuits tendues, où un simple contact radar faible se révélait soudain être un missile hostile. Il se souvenait d'un officier subalterne racontant un incident survenu l'été précédent. Un drone, volant à basse altitude au ras de l'eau, avait presque échappé à la détection jusqu'à la dernière seconde. Ce jour-là, tout le monde avait été sain et sauf, mais la leçon était claire. Cette région n'était pas un endroit où baisser sa garde. Ce sentiment d'alerte permanente imprégnait tous les ponts des 2 navires. Leurs équipages connaissaient bien l'historique de la région. Depuis octobre 2023, les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran et intégrés dans une alliance plus large parfois appelée « Axe de la résistance », avaient mené des frappes allant d'attaques sporadiques à des offensives hautement coordonnées. Ils avaient démontré un niveau de sophistication suffisant pour menacer des navires avec des missiles de croisière et des drones fournis par l'Iran. Le couloir autrefois banal reliant le golfe d'Aden à la mer Rouge et ultimement au canal de Suez était devenu une zone à enjeux élevés où même un navire de guerre moderne ressentait la pression. Une question revenait parfois. À quel moment des acteurs non étatiques étaient-ils devenus si compétents qu'ils pouvaient défier des marines professionnelles en haute mer? Le 9 décembre 2024, la mission immédiate était de former un petit convoi et de se diriger vers le nord, en veillant à ce que les 3 navires marchands traversent en toute sécurité. Naviguer seul aurait exposé les bâtiments civils à un risque constant de rencontrer un missile ou une nuée de drones. Les navires marchands avançaient à environ 20 nœuds, leur vitesse maximale soutenable, afin de minimiser le temps passé dans des eaux dangereuses. 20 nœuds peuvent sembler peu, mais pour de grands cargos chargés à pleine capacité, c'est presque la limite supérieure d'une navigation sûre. Ils avaient besoin d'une protection pour franchir ce qui est désormais considéré comme l'un des couloirs maritimes les plus périlleux de la planète. Pendant les premières heures, tout était calme. Quelques marins sirotaient tranquillement leur café, feuilletant des listes de contrôle de routine dans le centre d'information de combat. Sur la passerelle, l'officier de quart observait l'obscurité à l'extérieur, tout en surveillant les écrans de navigation. Un officier subalterne se souvenait avoir vu des dizaines de lumières brillantes lors d'un précédent convoi, des navires lointains ou des bateaux de pêche à l'horizon. Ce souvenir le mettait mal à l'aise, car de petites embarcations suspectes rôdaient parfois la nuit, prêtes à s'approcher brusquement. Il se rappelait un bateau de pêche local qui s'était approché à grande vitesse, avant de saluer joyeusement après un large virage, probablement un simple pêcheur. Mais ce moment avait bien illustré à quel point il était difficile de distinguer l'ami de l'ennemi. Aux alentours de minuit,
Le calme fut rompu par un contact radar faible mais persistant, gardant une direction et une vitesse constante, un signe sérieux. S'il s'était agi de vagues ou de conditions météo, la trajectoire n'aurait pas été aussi régulière. Les veilleurs accrochèrent la cible sur leur système, alimentant le système de combat Aegis en données. Presque simultanément, l'équipage de guerre électronique du SLQ-32 signala des signaux correspondant aux fréquences utilisées par les drones de type Shahed, que l'Iran avait fournis à plusieurs groupes alliés. Les éléments concordaient. Le radar montrait un objet entrant potentiel, tandis que le système détectait des signaux de guidage de drones. C'était une confirmation suffisante pour déclencher une réaction immédiate. L'alarme de mise en alerte générale retentit dans les deux navires. Les membres d'équipage se précipitèrent à leur poste. Une voix grésilla dans l'interphone avec le relèvement et la distance du contact. Les navires marchands virèrent à bâbord, se plaçant derrière les navires de guerre pour se protéger. Un vieux maître principal se rappela une situation similaire 2 semaines plus tôt, lorsqu'un drone entrant avait forcé des manœuvres défensives avant de tomber à court de carburant en plein vol. Ce souvenir était éclipsé par d'autres récits de drones ayant frappé des cibles en Ukraine ou en Arabie Saoudite. Personne ne voulait prendre le moindre risque. Un hélicoptère de la marine, déjà en alerte, décolla, rejoint par un avion français engagé dans les opérations de la coalition. Leur mission était d'identifier les drones et, si nécessaire, de les abattre en utilisant des moyens moins coûteux que les missiles de la série SM des destroyers. C'était une simple question de chiffres. Les Houthis lançaient souvent des vagues de drones bon marché pour forcer les défenseurs à utiliser des intercepteurs avancés et coûteux. Les cellules de lancement verticales des navires de guerre ne peuvent pas être rechargées en mer. Chaque missile a donc une grande valeur. De grandes salves de drones à bas coût peuvent rapidement épuiser ces ressources. Alors que cette escarmouche aérienne se déroulait, la menace principale apparut sur le radar sous la forme d'un missile de croisière à grande vitesse, se rapprochant presque à la vitesse du son. Les veilleurs verrouillèrent la cible, mirent à jour la solution de suivi et en quelques secondes, un intercepteur SM-2 rugit depuis le pont du navire de guerre. Guidé par le projecteur radar du navire, le SM-2 s'éleva vers le ciel. Des marins familiers de ce type d'engagement racontèrent plus tard qu'il y a à peine le temps de s'inquiéter. On est trop occupé à suivre la procédure, détecter, classifier, décider, tirer, puis à regarder le radar pour voir si l'interception réussit. Cette fois, le missile toucha sa cible, réduisant la menace entrante en multiples petits débris visibles sur le radar. Pendant ce temps, une seconde vague de petits contacts, vraisemblablement 3 drones suicides, fut abattue par l'hélicoptère et le jet français. Cet effort combiné empêcha une attaque qui aurait pu gravement endommager les navires marchands, voire les destroyer eux-mêmes. Lorsque la poussière retomba, le convoi se reformait et les navires restèrent en alerte maximale un moment avant de passer à une posture de veille prudente. Ce n'était pas la première alerte nocturne pour ces destroyers, mais cela ne diminuait pas l'adrénaline qui coulait encore dans les veines des équipages. Plus tard, dans la salle des officiers, un maître versant du café murmura à un ami « Combien de fois pourrons-nous faire ça avant qu'un ne passe à travers ?» Cette question resta en suspens, signe de la tension constante imposée par ces missions. Il s'en était sorti indemne, mais le nombre croissant d'engagements hostiles dans la région indiquait que le succès d'une nuit ne garantissait rien pour l'avenir. Le point de rupture de la région remontait à octobre 2023, lorsque le Hamas lança des attaques depuis Gaza contre Israël. L'Iran, qui soutient le Hamas, appuie aussi les Houthis au Yémen, les considérant comme des pièces de l'axe de la résistance plus large qui inclut le Hamas, le Hezbollah au Liban, ainsi que des milices iraniennes en Irak et en Syrie. Chaque groupe a des objectifs différents, mais dépend du financement et des armes iraniennes. L'Iran bénéficie stratégiquement de la position côtière du Yémen, près du détroit de Bab el-Mandeb, un point de passage critique pour le commerce mondial. De nombreux navires traversant la mer Rouge en direction du canal de Suez passent inévitablement par le golfe d'Aden,
offrant à l'Iran une plateforme idéale pour exercer une pression indirecte sur le commerce transatlantique ou punir les nations alliées à Israël. Même les navires ne battant pas pavillon israélien peuvent transporter des marchandises à destination ou en provenance d'Israël ou être liés à des pays soutenant Israël. Parfois, simplement créer de l'incertitude peut faire grimper les coûts d'assurance et provoquer des retombées économiques. Alors on se demande, combien de temps la région peut-elle rester sous cette menace constante sans qu'une solution durable soit trouvée? Les Houthis ont utilisé tout un arsenal, des mines aux assauts en embarcation rapide, des drones aux missiles anti-navires sophistiqués. Il y a moins d'une décennie, la piraterie au large des côtes somaliennes constituait la principale menace, maîtrisée par des forces internationales. Mais le nouveau danger que représentent les Houthis est un saut quantique en complexité. Ils déploient des mines pour restreindre la libre circulation, tandis que des drones suicides ou des esquifs armés exploitent rapidement les points faibles. Ils tirent aussi parfois des missiles balistiques visant des bases étrangères ou des sites stratégiques à l'intérieur des terres. La région est donc devenue un patchwork de dangers, nécessitant une prudence extrême de la part de tout navire. Un ancien capitaine de navire marchand qui avait déjà navigué ici se souvenait des échanges d'histoires de frôlement avec des munitions perdues. Un capitaine décrivit avoir vu une étrange lueur au crépuscule, suivie 10 minutes plus tard par un bruit d'explosion. Personne ne confirma s'il s'agissait d'une frappe Houthi, mais l'incident avait tellement secoué l'équipage qu'ils engagèrent ensuite une sécurité armée, espérant qu'un moyen dissuasif visible pourrait aider. La marine américaine, avec ses alliés, maintient un réseau de navires et d'avions pour assurer la surveillance. Des opérations offensives ont parfois lieu, comme en octobre 2024, lorsque des bombardiers B-2 détruisirent plusieurs dépôts d'armes souterrains Houthis. Ces frappes visent à affaiblir les missiles et drones fournis par l'Iran, mais les rebelles s'adaptent en introduisant clandestinement du matériel plus récent le long de la longue côte yéménite. Des embarcations plus petites transportent des drones démontés ou des pièces critiques de roquettes, assemblées ensuite dans des ateliers secrets. On émet des hypothèses sur l'arrivée de capteurs plus avancés ou d'unités de guidage via des contributeurs extérieurs, ce qui soulève des questions sur une possible implication russe. Le cas échéant, même un groupe insurgé modeste peut défier des marines avancées avec des capacités quasi professionnelles. Encouragés par le soutien iranien, les Houthis voient un avantage stratégique à faire pression sur l'Arabie saoudite, Israël et les États-Unis par des attaques maritimes. En canalisant fonds et armes vers les Houthis, l'Iran exerce une influence sans risquer une confrontation directe avec des marines plus puissantes. Les responsables iraniens reconnaissent rarement entraîner ou fournir les Houthis, mais des preuves ont émergé au fil du temps, notamment des cargaisons saisies contenant des missiles anti-navires, des pièces de missiles balistiques et des drones portant des marques iraniennes. Le cycle se poursuit. Les Houthis reçoivent du matériel ou des informations, mènent des attaques et le jeu du chat et de la souris continue. Pour les marins américains, chaque escorte de convoi ressemble à un exercice d'équilibriste. Tirer des intercepteurs coûteux à chaque contact radar mineur épuise rapidement les stocks. Attendre trop longtemps, c'est risquer d'être surpris par une vraie menace. Cette tension est la marque des engagements navals modernes. Dans le centre d'information de combat, le cycle de décision se déroule à un rythme effréné. Les opérateurs radars suivent des centaines de cibles potentielles. Les équipes de guerre électronique recherchent des signaux pouvant avertir d'une menace entrante, et les officiers décident de lancer ou non des intercepteurs valant plusieurs millions de dollars. Parfois, un membre d'équipage blasé plaisante. On brûle le prix d'un appartement de luxe à chaque fois qu'on abat un drone bas de gamme. C'est un humour noir dans un lieu où chaque seconde compte. La vigilance s'étend aussi aux menaces potentielles d'embarcations rapides. Les Houthis ou leurs affiliés envoient parfois des esquifs chargés d'explosifs à grande vitesse. Bien que les canons ou mitrailleuses du pont puissent engager ces bateaux, les identifier tôt est crucial. Les pêcheurs sont partout, et aucune marine ne veut risquer de blesser des civils.
Lors d'une patrouille, un artilleur suivit un petit bateau qui ignorait les appels radio. Il était sur le point d'ouvrir le feu quand l'embarcation fit brusquement demi-tour, révélant qu'il ne s'agissait que d'un autre bateau de pêche avec une radio en panne. De tels incidents illustrent la complexité des opérations maritimes en eaux encombrées. Ici, des forces navales multinationales combattent le terrorisme, la piraterie et la contrebande. La France, le Royaume-Uni et d'autres font tourner leurs navires dans le cadre des missions des forces maritimes Combine. Une frégate française ou un destroyer britannique peut partager des renseignements sur des contacts suspects ou assister avec le soutien d'hélicoptères. Par exemple, le 9 décembre, l'avion français a aidé à intercepter les drones. La coopération est cruciale car le golfe d'Aden est vaste et la surveillance continue est la seule façon de devancer les nombreuses menaces. Pourtant, certains s'interrogent sur les ressources dont disposent ces alliances pour couvrir une zone aussi étendue. Un autre facteur est le détroit de Bab el-Mandeb, un goulet d'étranglement stratégique pour le commerce mondial. Pétroliers, porte-conteneurs, méthaniers et cargos y convergent tous. Une seule attaque réussie des Houthis contre un pétrolier majeur pourrait provoquer une catastrophe environnementale et faire exploser les assurances maritimes mondiales. Certaines compagnies de transport maritime envisagent déjà d'éviter la mer Rouge, en contournant l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Ce détour ajoute des semaines au trajet, mais évite les dangers des missiles ou des mines et peut satisfaire aux exigences des assurances. Lorsqu'un point de passage maritime devient instable, les répercussions se font sentir sur le commerce mondial, entraînant une hausse des prix de nombreux produits. Face à ces préoccupations, des marines comme celle des États-Unis se voient en gardiennes des biens communs mondiaux, escortant les navires pour maintenir le flux commercial. Les marins s'habituent à voir sans cesse les mêmes compagnies maritimes, transportant des produits électroniques, agricoles et plus encore. Parfois, ils se saluent de la main en plein jour, mais la nuit, les tensions montent. L'identification visuelle est difficile, et de petits contacts radars peuvent être n'importe quoi. Une anomalie de l'état de la mer, un filet de pêche ou un attaquant potentiel. Les opérateurs font confiance à leurs instruments, mais doivent toujours rester prudents. Pendant ce temps, le conflit au Yémen se poursuit à l'intérieur des terres. Les Houthis contrôlent de vastes territoires, y compris la capitale Sanaa, et se considèrent comme les souverains légitimes qui résistent à l'ingérence extérieure. L'Arabie saoudite soutient différentes factions, visant à restaurer le gouvernement internationalement reconnu. Les initiatives de paix vont et viennent, éclipsées par les luttes de pouvoir locales et régionales. Les civils en paient le prix fort. Pourtant, les Houthis considèrent leurs frappes maritimes comme des réponses légitimes à l'intervention étrangère. Les observateurs se demandent si un changement stratégique majeur dans la région pourrait réduire les menaces sur la navigation, ou si ce cycle sans fin va perdurer. Les stratèges craignent que si les Houthis mettent la main sur des armes plus avancées, comme des missiles supersoniques volant au ras de l'eau, ils pourraient défier même les meilleures défenses. Les destroyers Aegis peuvent gérer des missiles avancés, mais un seul impact réussi pourrait déclencher une crise. Bien que la plupart des attaques Houthis impliquent des missiles de croisière plus lents, les rebelles apprennent et évoluent, et des rumeurs circulent selon lesquelles des systèmes balistiques seraient déjà en leur possession. L'interception balistique est plus exigeante, mais pas impossible pour des navires équipés d'Aegis. C'est pourquoi les navires de défense anti-missiles balistiques restent en alerte, même dans le golfe d'Aden, où les missiles de croisière sont plus fréquents. Aux États-Unis, ces épisodes nocturnes font rarement la une, sauf en cas d'incident majeur. Mais pour les marins, c'est la réalité quotidienne. Après leur quart, ils prennent un repas à la cambuse, parlent peut-être de sport, puis s'effondrent dans leur couchette, l'oreille à l'affût de la prochaine alarme. Un maître principal avait un jour confié à quel point il trouvait surréaliste de s'inquiéter des drones et des missiles tout en essayant de manger des restes de spaghettis à minuit. Mais c'est leur quotidien. On peut voir des photos épinglées sur un tableau en liège, un rappel d'une escale dans un port plus calme, un petit coin de vie normal loin du jeu du chat et de la souris en mer. Maintenir les armes des destroyers en état de veille est une tension constante.
Chaque cellule du système de lancement vertical, VLS, contient un missile, et la dotation typique peut inclure des SM-2, SM-6, des missiles Tomahawk pour attaque terrestre ou des roquettes anti-sous-marines. Une fois en mer, il n'y a pas de possibilité de rechargement, donc les décisions avant déploiement sont cruciales. Si l'on prévoit plus de menaces de drones ou missiles, on charge plus d'intercepteurs SM-2 ou SM-6, réduisant le nombre de Tomahawks pour d'autres missions. La hiérarchie doit équilibrer soigneusement cette charge. Certains navires gèrent aussi la défense antimissile balistique, nécessitant souvent des intercepteurs SM-3, même si cela reste une priorité moindre ici. Cependant, les Houthis tiraient parfois des missiles balistiques, donc la planification ne s'arrête jamais. Un officier logistique à Bahreïn plaisantait en disant qu'il faisait du Tetris avec la dotation, déclenchant un rire sombre chez des marins conscients du sérieux de ce casse-tête. Quand les Houthis lancent une attaque audacieuse, cela risque de provoquer une réponse plus forte d'une coalition menée par les États-Unis ou l'Arabie saoudite. Les frappes américaines à grande échelle ont déjà endommagé les infrastructures Houthis, bien que le groupe se relève souvent. Des rumeurs suggèrent que les services de renseignement russes pourraient les aider à cacher ou déplacer leurs lanceurs. À Washington, certains réclament des mesures plus sévères pour briser l'emprise Houthis sur les zones côtières, mais personne ne souhaite une guerre élargie. Si du personnel iranien ou russe était visé, le conflit pourrait s'intensifier fortement. Cette incertitude plane toujours, suscitant une remarque récurrente chez les marins. On est à un gros incident d'un tout autre jeu. Bien que les États-Unis ne soient pas seuls à assurer les escortes, ils possèdent l'arsenal le plus sophistiqué et coordonnent avec les marines alliées grâce aux données des capteurs en temps réel. Cette coopération explique des moments comme celui du 9 décembre, où un appareil français a collaboré avec l'hélicoptère américain, évitant ainsi aux destroyers de dépenser des intercepteurs supplémentaires contre des drones. Dans les semaines qui ont suivi, les équipes navales ont analysé les données de l'engagement, affinant les protocoles. Des communications sur des canaux sécurisés laissaient entendre que les Houthis avaient copié des tactiques ukrainiennes, lancé d'abord des drones bon marché, puis suivre avec un missile plus dangereux. Cette méthode peut être terriblement efficace si les défenseurs ne sont pas vigilants. Les leçons tirées ici pourraient influencer la guerre maritime future dans le monde. Certains observateurs font des parallèles avec la mer Noire, où drones navals et missiles sont aussi en action. Les expériences du golfe d'Aden pourraient éclairer des stratégies pour contrer les attaques combinées drones-missiles ailleurs. De nouvelles technologies, comme les armes à énergie dirigée, sont testées sur des navires américains. Si les lasers ou micro-ondes puissants peuvent abattre des essaims d'engins sans pilote à moindre coût que les missiles, cela pourrait bouleverser la donne. Pour l'instant, les outils principaux restent le système radar Aegis, la guerre électronique et un stock limité d'intercepteurs. Après le 9 décembre, le reste de la nuit s'est écoulé dans une accalmie tendue. Dans les coins plus calmes des navires, les équipages échangeaient leurs impressions sur l'engagement. Certains avouaient avoir ressenti des pointes de peur au déclenchement de l'alarme. Des vétérans de combats antérieurs les rassuraient en disant que c'était normal. Un maître principal confiait « On ne s'y habitue jamais vraiment. On apprend juste à mieux gérer. » Quelques-uns griffonnaient leurs pensées dans des carnets personnels, se demandant si ces escarmouches limitées allaient un jour dégénérer. Y aurait-il un point de bascule où les Houthis iraient trop loin, ou ce schéma se répéterait-il indéfiniment? Le drame maritime découle d'un conflit plus profond au Yémen, un pays divisé selon plusieurs lignes de fracture. Les Houthis détiennent le pouvoir dans une grande partie du nord et de l'ouest, tandis que d'autres factions se disputent le contrôle dans le sud et l'est. L'Arabie saoudite cherche à restaurer le gouvernement reconnu internationalement, mais la guerre reste bloquée. De nombreuses tentatives de médiation ont échoué, compliquées par une multitude d'intérêts locaux et régionaux. L'implication de l'Iran maintient le Yémen lié au conflit plus large du Moyen-Orient. Compte tenu de la position stratégique côtière du Yémen, il est facile de comprendre comment un acteur ambitieux peut s'en servir pour menacer ou perturber la navigation. Pour les Houthis,
la mer est une opportunité de projeter leur influence au-delà des zones enclavées. Attaquer des navires étrangers, ou simplement lancer des attaques qui font les gros titres, peut être un puissant outil de propagande, renforçant leurs partisans dans l'idée qu'ils peuvent tenir tête aux grandes puissances. Aux États-Unis, le conflit maritime dans le golfe d'Aden peut sembler lointain. Les cargos américains n'empruntent cette route que s'ils se dirigent vers l'Afrique, le Moyen-Orient ou l'Europe via le canal de Suez. Pourtant, les grandes entreprises, assureurs et compagnies énergétiques y ont un intérêt direct. Après une attaque majeure des Houthis, les primes d'assurance maritime peuvent flamber, affectant la chaîne d'approvisionnement mondiale et finissant par faire grimper les prix à la consommation. La Chine a aussi des intérêts dans cette région, dépendant du pétrole moyen-oriental transitant par la mer Rouge. C'est pourquoi la Chine a établi une base militaire à Djibouti, juste en face du Golfe. Les forces françaises, américaines et japonaises y opèrent également, créant un environnement unique où plusieurs armées étrangères interagissent, parfois de manière maladroite, dans un espace restreint. Un pilote d'un destroyer américain plaisantait sur la densité de soldats en uniforme à Djibouti, disant qu'on peut croiser des militaires de 5 nations différentes lors d'une simple promenade vers un café local. Au milieu de ce puzzle géopolitique complexe, émergent des histoires humaines. Un pêcheur yéménite sur un petit boutre en bois peut voir un navire de guerre glisser près de lui, hésitant entre faire signe ou rester méfiant. Un jeune officier américain à bord de ce navire peut scruter à la jumelle, à la recherche d'armes dissimulées sur le bateau. 2 vies se croisent quelques minutes sur cette mer immense, chacun soupçonnant l'autre. Un vieux capitaine marchand grec, proche de la retraite après 40 ans en mer, espère éviter sa première vraie menace de missile. Il peut apercevoir la silhouette d'un destroyer au crépuscule et se souvenir d'histoires de navires disparus sans laisser de traces lors d'autres guerres. Parfois, ces marines secourent des locaux en détresse, offrant carburant ou soins médicaux, de brefs moments de bonne volonté dans une atmosphère de tension quasi permanente. Bien que l'attaque du 9 décembre ait été brève, les Houthis ne montrent aucun signe d'abandonner leur tactique. Beaucoup de stratèges se demandent jusqu'où les rebelles peuvent aller sans provoquer une escalade décisive. Les frappes des bombardiers B-2 en octobre 2024 furent intenses, mais les opérations Houthis ont continué. Certains pensent que les Houthis considèrent la destruction d'un navire de la marine américaine comme un trophée ultime. Cela serait extrêmement difficile à réaliser, compte tenu de la technologie et de la vigilance de la marine, mais même une tentative pourrait déclencher une nouvelle phase du conflit avec une intensification des frappes américaines sur les bastions Houthis. Ce scénario hante chaque patrouille, la sensation inquiète que cet équilibre fragile peut basculer à tout moment. Les navires de guerre américains se relaient dans la région, chacun assurant à son tour la surveillance du point chaud. Les alertes renseignements sont toujours les mêmes: drones avancés, missiles de croisière iraniens, menaces balistiques. Les nouvelles équipes font face au même travail anxiogène de protection des convois et de détection précoce. Les ingénieurs s'efforcent de développer de meilleures solutions, comme des lasers capables de neutraliser les petits drones. Les officiers de guerre électroniques mettent à jour la bibliothèque SLQ-32 chaque fois que les Houthis modifient leur fréquence. Les alliés échangent des images d'interception réussies ou ratées, remarquant des détails comme de nouvelles formes d'ailerons de queue, pouvant indiquer un design iranien de nouvelle génération. Tout évolue à une vitesse vertigineuse. Les drones se sont multipliés dans les conflits à travers le monde, et cette région reflète ce changement. Des outils plus petits et économiques peuvent défier même les armées les plus avancées. Pourtant, sur le moment, les marins se concentrent sur l'essentiel. Ce contact radar est-il sur une trajectoire de collision? L'émetteur correspond-il à une fréquence de chercheurs connus? Le renseignement satellite détecte-t-il un lancement balistique à l'intérieur des terres? Un officier de veille a décrit un jour le silence soudain dans le centre d'information de combat quand les satellites ont capté une signature infrarouge près de la côte. Tout le monde est resté figé, les yeux rivés sur les écrans. Il s'agissait finalement d'un accident industriel, pas d'une attaque,
Mais pendant cette minute, la tension était palpable, chacun s'attendant à un missile. Cela est devenu la norme, chaque quart de veille se préparant à des crises qui peuvent éclater à des milliers de kilomètres des journaux télévisés nocturnes. Les partenaires de la coalition communiquent par canaux sécurisés, reliant les flux radars et échangeant des données en temps réel. Parfois, un seul contact suspect est simultanément visé par plusieurs navires et avions. Les équipes de renseignement des quartiers généraux régionaux assemblent le puzzle global. Une cargaison récemment introduite en contrebande? A-t-elle atteint les Houthis? Cette attaque était-elle soigneusement planifiée ou impulsive? La zone opérationnelle relie l'intérieur montagneux du Yémen aux ports iraniens et au-delà, reflétant l'ampleur réelle du conflit maritime. Un officier britannique a un jour vu une cargaison suspecte débarquer dans une crique isolée au Yémen. Elle a disparu à l'intérieur des terres et quelques jours plus tard, une vague de drones est apparue, preuve de la rapidité avec laquelle les menaces peuvent se matérialiser. Le jeu du chat et de la souris ne s'arrête jamais. Dans les cercles du renseignement, l'incident du 9 décembre est résumé en une leçon sur la stratégie à plusieurs couches des Houthis. Envoyer d'abord de petits drones pour épuiser les intercepteurs, puis suivre avec un missile plus lourd. Parfois, ils inversent l'ordre, lançant un missile pour distraire les défenseurs, puis envoyant les drones. Si les défenseurs s'engagent trop sur la première vague, ils peuvent rester vulnérables à la suivante. La marine américaine vise à garder une capacité de réserve pour de telles attaques secondaires ou tertiaires. Peut-être que l'avenir apportera de meilleures solutions d'armes à énergie dirigée ou de brouillage, rendant obsolètes les tactiques d'essaim. Pour l'instant, la tension demeure et chaque mission d'escorte peut se transformer en une épreuve éprouvante de compétence et de sang-froid. La vie quotidienne en mer continue malgré tout. Les marins partagent blagues et mèmes, fêtent des anniversaires dans des espaces exigus et échangent des quarts pour un peu plus de sommeil. Un officier fraîchement promu peut arborer son nouvel insigne le même jour où retentit une alarme drone. Des rumeurs circulent sur des escales potentielles et des promotions pour ceux qui excellent sous pression. C'est un monde de petites routines sur fond d'événements extraordinaires. Parfois, quelqu'un se demande à voix haute, si un petit groupe peut faire ça, que se passera-t-il quand des nations entières adopteront ces méthodes à grande échelle? La transformation du golfe d'Aden, d'un foyer de piraterie à un champ de bataille de drones et de missiles de croisière, reflète la trajectoire plus large de la guerre moderne. Une solution simple semble impossible, compte tenu du conflit enraciné au Yémen et des calculs régionaux de l'Iran. Au-delà de l'horizon, les navires américains continuent d'arriver et les Houthis continuent de les tester, sauf s'il y a un changement majeur à terre. Les discussions sur des cessez-le-feu ou des trêves locales n'ont pas encore réduit de manière significative les risques en mer. L'impasse persiste, sans signe d'issue prochaine. Ainsi, l'histoire de l'USS Stockdale et de l'USS O'Kane le 9 décembre n'est qu'une parmi tant d'autres. Le mois suivant pourrait voir défiler d'autres convois, de nouveaux équipages et des tactiques Houthis renouvelées. Certaines rumeurs évoquent des expérimentations avec des mini-sous-marins ou des drones sous-marins. Peut-être n'est-ce que des racontars, ou peut-être pas. Dans l'environnement fragmenté du Yémen, des caisses débarquées clandestinement pourraient contenir aussi bien des pièces de rechange que des missiles sophistiqués, et les veilleurs doivent rester constamment vigilants à l'affût d'un faible écho radar qui pourrait annoncer la vie ou la mort. À la surface de la mer, bateaux de pêche locaux, navires commerciaux et éventuelles embarcations rebelles se mêlent. La tension est palpable, imprégnant chaque instant, même les tâches routinières d'une veille quotidienne.